Aujourd'hui, il y en a plus de 400 qui me disent que ça va être hyper utile. Je reçois des mails, même de psy que je connais pas, pour me dire de continuer, que ça peut être utile. J'ai tout arrêté. Tout arrêté pour faire ce projet. Et puis en tant qu'entrepreneur, j'y connaissais rien, moi. J'ai une famille de fonctionnaires. Vraiment, je n'ai jamais mis les pieds dans une entreprise, en fait. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement épanouissant. On fait plein de choses, on rencontre plein de monde. C'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est dur. C'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Bienvenue dans le Clinitalk, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, de clinique, mais aussi du parcours des collègues qui sont dans la profession de la santé. Je m'appelle Edwin, je suis cofondateur de Neurobase et j'invite des psychologues, des ergots, des psychomotes et d'autres professions de santé dans le médical, le paramédical pour discuter un petit peu de leurs projets, que ce soit au niveau entrepreneurial, de leur parcours, des choix qu'ils ont faits, des doutes qu'ils ont eus, etc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anna Malika, qui est fondatrice d'Emopsy. Bonjour. Est-ce que tu peux du coup te présenter, Anna Malika ? Ouais. Alors, donc, moi, c'est Anna Malika Kamblatz. Je suis chercheuse en neuropsychologie. Donc, j'ai fait ma thèse en 2015. Après, j'ai fait que la recherche clinique. Jusqu'à fonder Emopsy en 2023 pour répondre à certains besoins qui manquaient sur le terrain. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu ton parcours ? Où est-ce que tu as fait tes études ? Comment tu es arrivée à te dire « Ok, je vais faire de la psychologie » ? Alors, ma mère était infirmière psy. Et je partais en vacances avec ses patients qui étaient atteints du syndrome de Down quand j'étais toute petite. Et je voyais ça comme des grands adultes qui voulaient jouer avec moi. C'était merveilleux. Donc, à peu près à mes 6-7 ans, j'ai dit que je voulais faire psycho. Donc, ça n'a jamais changé. Au bout d'une semaine à la fac, je savais que je voulais faire de la recherche. Et à ma deuxième année de licence, je suis allée voir ma future directrice de thèse. D'accord. Et pour parler du sujet qu'on fera en thèse, et on l'a fait. Très bien. Je suis très têtue, oui. C'est un projet bien défini. Ah oui, de mes 6 ans jusqu'à mes 25 ans à la fin. Ouais. Et du coup, tu as fait où tes études ? À Bordeaux. À Bordeaux ? Tout à Bordeaux, ouais. Ah, ouais. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, tu as fait un doctorat. Ouais. C'est quoi l'intitulé du doctorat, juste pour peut-être situer ? Peut-être vulgariser un peu, parce qu'il est un peu long, l'intitulé. Je travaillais en fait sur comment les informations émotionnelles, des mots, des images, etc., comment ça pouvait influencer la cognition, donc les processus cognitifs en termes de vitesse ou d'efficience, donc surtout ce qui est langagier, attentionnel, mnésique. Ça, selon plusieurs caractéristiques individuelles et surtout la lexithymie. Voilà, c'était mon petit bébé, j'ai beaucoup travaillé dessus. Voilà. Pourquoi ce sujet en particulier ? Je ne sais pas si on choisit vraiment son sujet, sachant que, en fait, quand on fait une thèse, on suit un peu les sujets du directeur de thèse. On peut amener ce qu'on veut en plus, donc moi, la lexithymie. Mais donc j'avais le choix entre plusieurs sujets, et puis les émotions, comprendre le fonctionnement émotionnel m'a toujours passionnée. Donc je suis allée là-dedans. Du coup, j'ai une autre question, c'est pourquoi tu as choisi la voie, on va dire, de la recherche, du doctorat, plutôt qu'une voie, on va dire, clinique, ce qui se fait, on va dire, je dirais quoi, 90-80% en général ? Je ne sais pas les stats, mais ouais, c'est plus courant, c'est sûr. J'ai l'impression que quand j'ai une idée en tête, ça part pas facilement, apparemment. Et c'est une passionnée par la recherche. J'ai toujours eu envie de comprendre les choses. Et j'ai fait tous les stages pour avoir le titre. Et à chaque fois, je remettais en cause les thèses. J'avais envie de comprendre le fonctionnement, etc. Et pas forcément la prise en charge. Je me sentais moins là-dessus. Bon, il fallait que je fasse de la recherche. Ça fait combien de temps là que du coup tu fais de la recherche ? Depuis le début de ma thèse 2011. Ok. Ouais, j'ai pas envie de compter. Et tu te vois continuer comme ça ? Ouais, c'est toujours. vraiment la voie. Oui, non, je suis passionnée par la compréhension des choses. Ok. Toujours très curieuse. Est-ce que tu t'imaginais avec un peu de recul être là aujourd'hui, là où tu es dans ta position actuelle, dans ta vie pro, perso, tout ça, mais on va peut-être pas rentrer dans le perso, mais est-ce que tu te voyais, avec un peu de recul, tu te projetais déjà, on va dire 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, dire ok, j'allais faire ça, j'allais être là ? Non. Mais par contre, j'ai toujours eu plein d'idées de plein de choses à faire, dont Emopsy. En fait, j'ai tout le temps plein d'idées de choses que je veux faire et mon mari a l'habitude de les noter sur son portable, mais sans me le dire forcément. Et quand j'ai dit, allez, je me lance, je veux créer Emopsy, apparemment, ça faisait déjà 5 ans que j'avais eu l'idée. Je m'en souvenais même pas, donc non, j'anticipais pas forcément. Mais... Du coup, c'est cool comme transition, mais du coup, en parlant d'Emopsy, c'est à quel moment tu t'es dit,
ça y est, je vais lancer ça. Comment ça a pris forme déjà, peut-être, au niveau de ta pensée et comment c'est vu? Donc, passionnée par la recherche. Donc, j'ai fait une thèse. Après, j'ai travaillé à peu près 7-8 ans sur en tant que chargée de recherche à l'Université de Bordeaux, pour faire plein de projets de recherche sur les émotions, leur régulation. Après, j'adore ce que je faisais. J'ai plein d'amis. J'aimais beaucoup les gens qui y étaient. Par contre, le poids institutionnel de l'université, ça m'allait pas. Parce que dès qu'on veut faire quelque chose de nouveau, c'est très hiérarchique et il faut beaucoup, beaucoup d'autorisation. Donc, c'est très dur. Donc, je me suis dit, je vais voir à l'hôpital comment ça se passe. C'était stupide. C'était pas mieux. Pourquoi ? Parce que là aussi, quand on veut mettre en place un nouveau projet, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de demandes. Voilà. L'innovation, c'est plus difficile à mettre en place. Et donc, voilà, après une énième... on va dire déception au travail, je me suis dit, je vais monter mon truc pour pouvoir faire des choses, en fait. Donc, monter des nouveaux projets dans la recherche, en psycho, pour créer des outils et faire que ça. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu me dis, c'est pas le cas. Au départ, tu t'es dit peut-être là, au niveau de la recherche, entre guillemets, dans ton parcours, puis tu dis non, peut-être au niveau de l'hôpital, là où tu travaillais, puis au final, tu t'es dit, je vais le faire tout seul, parce qu'en fait, il y a trop d'étapes, c'est trop compliqué. Oui. C'est presque, entre guillemets, plus direct si j'y vais, quoi, je me lance. Ouais, c'est plus facile, largement. Ok. Oui. À cause du fonctionnement universitaire ou hospitalier, quand on est dans la psychologie, enfin, surtout hospitalier, c'est compliqué de mettre en place des gros projets ou universitaires. Moi, par exemple, Hémopsy, ça a été 2 ans de lecture de revues de la littérature. Qui va me payer pour faire ça, en fait ? 2 ans, 24 heures sur 24. Non, c'était pas possible. Ça collait pas avec ces institutions. Et j'ai pas trouvé d'autre option que l'entrepreneuriat. Et je regrette pas. Super. Bon, on va y revenir, mais du coup, tu as travaillé, entre guillemets, au départ toute seule. Tu as essayé de lire autour de cette littérature. Enfin, tu as fait une revue de littérature, mais ça t'a pris combien de temps pour faire ça ? Et comment tu t'es organisée ? Parce que j'imagine que tu travaillais en parallèle ou tu t'es arrêté de travailler ? J'ai tout arrêté. Tout arrêté pour faire ce projet. C'est une période de ma vie où j'en pouvais plus du poids de l'institution publique. Donc j'ai tout arrêté pour lancer ce projet en tant qu'entrepreneur. Et puis en tant qu'entrepreneur, j'y connaissais rien, moi. J'ai une famille de fonctionnaires. Vraiment, je n'ai jamais mis les pieds dans une entreprise, en fait. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et donc, j'ai appelé un vieil ami que je n'avais pas appelé depuis 10 ans, qui a fait HEC. Donc, je me suis dit, lui doit connaître un peu ce milieu. Il m'a expliqué les premières bases. Déjà, savoir, est-ce que ton idée, tu es sûr qu'elle est bonne ? Je ne sais pas. Et il m'a expliqué, tu vas interroger, tu vas sur le terrain, tu vas interroger, etc., les futurs utilisateurs. Donc, c'est parti. J'ai interrogé 50 psys pour connaître leurs besoins, etc., que je ne connaissais pas. Et puis, pour leur expliquer le projet. Et énormément de retours positifs. Puis après, c'est parti, on se forme à l'entrepreneuriat, on va chercher des financements, on monte un réseau, etc. Ok, donc on reviendra sur les différentes étapes. Mais si je reprends un petit peu le tout début, du coup, t'as prospecté en fait pour trouver 50 psys. Comment t'as fait si quelqu'un se dit, ok, j'aimerais contacter des psys, comment je fais ? Ça a toujours été très facile. On a des groupes professionnels sur Facebook. Super, okay. J'ai mis un mot disant j'ai une idée, ça porte sur les émotions. Donc je dis quand même que je suis du milieu parce que ça facilite les choses, évidemment. Et en une nuit, j'ai eu 50 propositions pour 1 heure de visio avec moi. Super. T'as fait 50 heures de visio. En 2 semaines. En 2 semaines. Et après 2 semaines pour tout retranscrire. Ok. Et t'as pu dormir quand même ? Non, ça fait 3-4 ans que je dors plus, non. Okay. Ça, c'est sûr. Bon, on reviendra aussi sur ça. C'est la joie de l'entrepreneuriat. C'est ça. Ok. En parlant un petit peu de ton projet, tu m'as dit à peu près d'où est-ce que l'idée venait, mais est-ce que tu as constaté des problématiques terrain ou c'était vraiment plus dans la partie recherche que tu as eu des problématiques autour de ça ? Les deux. En soi, moi, je travaille sur donc, tout ce qui est régulation des émotions, reconnaissance, etc., tout ce qui est autour des émotions, chez des personnes avec une déficience intellectuelle. Surtout, j'ai fait ça pendant 10 ans, des enfants et adultes. Donc, évidemment, je rencontrais les gens. Donc, j'étais sur le terrain, je travaillais avec les équipes, les EduxP, les psys, etc. Et donc là, on constate très rapidement un gros manque d'outils pour pouvoir évaluer et travailler les émotions. Les psys sont extrêmement bricoleurs. Ils construisent tout, c'est impressionnant.
Et moi, pour la recherche, je créais des tests pour la recherche. Mais ces tests étaient pour répondre à des questions de recherche, donc hyper fines, où il faut vite recueillir plein de données pour publier, passer à autre chose. Et c'était hyper frustrant pour moi à chaque fois, parce que les équipes étaient très intéressées par les tests en disant « on pourra les utiliser après ». Je fais « non, ils ne sont pas validés, ils ne seront pas normés ». Ça n'allait pas. C'était 10 ans de frustration comme ça, et puis jusqu'à que je me dise je quitte tout pour monter Emopsy, pour pouvoir aller au bout en fait de ces tests. Et Emopsy, il se base sur on va dire, quelles études, quel modèle en général, qu'est-ce qui est le fondement scientifique d'Emopsy? Donc, Emopsy, c'est une batterie de tests pour évaluer les compétences émotionnelles. Alors, les compétences émotionnelles, c'est ce qu'on appelait avant l'intelligence émotionnelle. Ces premières études de Mayer et Salovey dans les années 90 qui disent qu'en fait, pour s'adapter à une situation, il faut pouvoir raisonner sur les émotions, voilà, mettre en place des processus cognitifs. Mais bon, ce concept d'intelligence émotionnelle a été beaucoup trop mal repris, donc on va le laisser tomber, on va appeler ça plutôt compétences émotionnelles. Mais donc, il y a Moira Mikola-Jacques qui a fait tout un gros travail en fait, de regrouper tous ces modèles qui pullulaient un peu partout pour proposer son modèle de compétences émotionnelles. Et ce mot intelligence, j'ai l'impression qu'il est très facilement... on l'entend partout. Et ça sort direct. C'est ça. Donc ça comprend les capacités à reconnaître les émotions, à les exprimer, à comprendre les causes ou les conséquences d'une émotion dans une situation, à mettre en place des stratégies et d'autres compétences aussi, mais qui récemment ont été un peu mis à l'écart dans les dernières méta-analyses. Voilà. Okay. Donc ça, c'est les 4 principales. Est-ce qu'à un moment donné, que ça soit au début ou pendant, la phase d'aujourd'hui, entre guillemets, on reviendra à la fin, mais est-ce que tu as douté de l'utilité, on va dire, de ton projet, tout simplement? J'en doute encore. Tu en doutes encore tout le temps. Même si au départ, tu m'as dit il y a quand même 50 SIG, que tu as réussi en une semaine à avoir autant de... Ah non, mais aujourd'hui, il y en a plus de 400 qui me disent que ça va être hyper utile. Je reçois des mails, même de psy que je connais pas, pour me dire de continuer, que ça peut être utile. Doute subsiste. Toujours. Et je veux le faire subsister parce que c'est mon fonctionnement et ça... Si j'arrête de douter, je vais arrêter d'interroger le terrain et je vais arrêter de co-construire avec eux. Okay. Et c'est cette co-construction qui m'a fait aujourd'hui arriver à un truc qui, j'espère, est utile. Et qu'est-ce qui te donne envie de continuer, du coup, malgré ces doutes-là? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, c'est quoi le moteur? Moi, je suis têtue, on est toujours sur le même... Non, qu'est-ce qui me... C'est la partie un peu de l'entrepreneur qui lance son projet, qui y tient et il va absolument y arriver. Je ne sais pas, ce que ce serait un autre projet, j'aurais peut-être arrêté. Il y a tellement de gens autour de ce projet, même si sur le papier, je suis toute seule dans Emopsy. Justement, tous ces psychologues justement, qui m'encouragent à aller au bout, tous ces parents d'enfants qui ont des difficultés de gestion des émotions. Enfin, non, il y a vraiment... un énorme groupe derrière qui me pousse à continuer, en fait. Et les chercheurs aussi, parce que je collabore avec les universités de Bordeaux, Toulouse, Poitiers sur ce projet. Enfin, aussi, ils sont énormément dedans. Du coup, peut-être évoquer un peu qui, peut-être pas les noms, mais combien de personnes sont autour de ce projet, qui peut-être, on va dire, peut-être t'aident au quotidien, peut-être pas. Comment tu t'organises pour pouvoir travailler comme ça avec peut-être... quand tu es seul ou quand tu es avec des gens? Pour moi, il y a 3 parties dans ce projet. Il y a une partie, tout ce qui est recherche et clinique, où là, il y a une dizaine d'enseignants-chercheurs qui m'aident à... là, on est sur la partie stats, par exemple pour les stats, mais surtout au départ pour dire, oui, les modèles scientifiques sont pertinents et je n'ai pas oublié quelque chose dans la revue de la littérature. Okay. Après, il y a tous les psys. Donc, même pour l'étalonnage, il y en a une 40aine qui ont contribué... et en tout, il y a eu peut-être 200, 300 psys qui ont fait des visios avec moi pour me dire ça c'est nul, ça il manque quelque chose dans ce test, ça c'est utile, ou il manque ça. Enfin, voilà, il y a vraiment une co-construction de ces 2 mondes déjà. Ça, c'est une première partie. Une deuxième qui est plus entrepreneuriat. Alors, il faut trouver des gens qui nous aident dans l'entrepreneuriat, surtout en psycho. C'est très humain comme démarche. À aucun moment, j'ai envie d'être la maître du monde, une licorne, comme on appelle dans le monde des startups. Non, c'est humain, c'est apporter des outils qui manquent pour pouvoir faciliter la profession, quoi. Donc, là, j'ai été incubée. Donc,
Donc un incubateur, pour s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est une structure où on va recevoir des formations pour apprendre à monter une entreprise. Mais une entreprise, que ce soit une asso, une start-up ou autre chose. Donc c'est un vrai business. J'en ai eu des très mauvaises et j'en ai une qui m'a tout appris avec des valeurs très humaines. Ça, c'était super. Super. Et après, il y a tout le côté numérique, informatique, que je n'y connaissais rien et qui est tout aussi un monde à part. Donc là, j'ai travaillé avec un designer UX. Donc, okay. UX, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'expérience utilisateur. Merci, je ne saurais pas le dire. Un designer UI, donc un graphiste, pour que ce soit un peu joli. UI, c'est tout ce qui est en lien avec l'interface. Et un développeur, évidemment, qui m'accompagne depuis 2 ans, qui est merveilleux là-dessus. Voilà. Et donc là, à peu près, il y a combien de personnes qui entourent le projet, qui sont autour du projet ? En ce moment, on va dire 10 actifs. Mais depuis le début, je pense qu'il doit y en être une 50aine. D'accord. Il y a eu du roulement, c'est ça ? Il y a eu du changement un petit peu dans les équipes ? Selon l'étape du projet où j'en étais, en fait. Ok. Surtout. Et moi, en tant que, on va dire, chef d'entreprise, la difficulté a été de coordonner tout ça. Enfin, le rôle aussi. Voilà, il a fallu coordonner tout ça. Mais ce qui était le plus passionnant. Et je vais toujours poser la question parce que je me suis posé aussi la question si j'allais faire de la recherche, pas de la recherche à une époque. Puis je me suis dit non, je vais me focaliser sur la clinique. Puis au final, je pense que certains nombre de personnes le savent, mais je suis plutôt dans l'entrepreneuriat en ce moment. Et comment on passe d'un travail de recherche à se dire, OK, je défonce la porte, entre guillemets, et je sors faire de l'entrepreneuriat. C'est une jungle, hein, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe ? À quel moment on se dit, allez hop, j'y vais, et qu'est-ce qui switch ? Il y a énormément de points communs, en fait. Okay. On s'en doute pas souvent, mais un entrepreneur, c'est un porteur de projet. Quelqu'un qui doit coordonner le projet. C'est surtout ça son rôle. C'est pas de faire du dev, c'est pas de faire autre chose, c'est vraiment porter le projet, le coordonner. Un chercheur doit aussi, quand on crée des projets, on coordonne des équipes, on va rechercher des financements, on va avoir plein d'équipes autour de nous. Donc il y a vraiment énormément de points communs entre les deux, sauf que la recherche, la finalité, c'est publier des articles. Là, c'est de créer un produit qui va un jour, j'espère, être sur le terrain. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce passage ? Est-ce qu'il y a une phase qui a été... Donc tu as parlé de doute tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été compliqués ? Le passage de j'ai entre guillemets un travail, j'ai un statut, etc., à me dire ok, là je fais de l'entrepreneuriat et puis on verra comment les choses... c'est un petit peu l'inconnu. C'est cet inconnu justement qui a été le plus dur à gérer, du fait que je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat et au monde du numérique. Je pense que j'ai attiré beaucoup de gens, peut-être en tant que femme, certainement. Le fait que je sois toute seule, qui viennent du monde de la psycho. Je pense qu'il y avait écrit pigeon sur mon front à un moment et j'ai attiré beaucoup de gens très mal intentionnés. Et il y en a beaucoup dans ce milieu. Par exemple, le développeur que j'ai aujourd'hui, j'ai mis 2 ans à le trouver parce que tous les autres... Il y a des essais-erreurs avant ? Que des erreurs. C'est même allé jusqu'à l'essai tellement que... Jamais d'essai, il y a que des erreurs. Non, c'est même pas la peine. C'était ça, et puis peut-être aussi un syndrome de l'imposteur venant pas de ce milieu, étant femme, dans la recherche, on l'a beaucoup aussi. Donc, ça a été dur aussi de me dire, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'amène quelque chose qui va peut-être intéresser les gens. Enfin, c'est dur. Un petit peu, au final, le lien, comme tu disais, avec la recherche. C'est qu'un chercheur qui publie apporte quelque chose, au final, à la communauté, in fine aussi à la clinique derrière, etc. Donc, je reviens juste un petit peu sur MOC. Si tu devrais peut-être le présenter à quelqu'un qui ne sait pas ou qui nous écoute ou qui nous regarde, comment tu pourrais synthétiser comment fonctionne MOC ? Alors, l'entreprise ou l'outil en lui-même. L'outil. Donc, l'outil, c'est une batterie de tests, de 10 tests, d'évaluation donc, des compétences émotionnelles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des tâches de reconnaissance des émotions, des tâches de vocabulaire émotionnel, donc d'expression verbale des émotions, réceptif et expressif, des tâches de théorie de l'esprit cognitive et affective, et des tâches de ce qu'on appelle flexibilité de régulation des émotions. Donc, mise en place de stratégies en contexte et capacité à switcher si ça ne marche pas. Okay. Et combien de temps ça dure pour le faire passer ? 1 heure, 1 heure et quart.
Et c'est support papier, tablette? Tablette et ordi. C'est numérique. Ordi. C'est fait avec des dessins animés, des vidéos. On a joué sur l'aspect ludique à fond. Adapté, parce que justement, je travaille avec des personnes avec une déficience intellectuelle, donc on ne va pas faire 20 minutes de test. Donc tous les tests sont ludiques, attractifs, et ça passe très bien. Super, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Dans les mains d'où. J'ai une autre petite question. Ouais. Entre le doctorat, le projet entrepreneurial et la vie perso, comment tu fais pour faire tenir tout ça donc, dans 24 heures? Comment tu t'organises? Comment tu fais pour gérer ton temps? J'ai une famille qui me soutient énormément et qui comprend. Je ne suis pas sûre de bien l'organiser. C'est-à-dire que je passe énormément de temps sur le projet, je pense 12 à 14 heures par jour, minimum. 15, plutôt même. Mari très patient, qui comprend. Mais non, c'est un gros sacrifice, l'entrepreneuriat. J'ai une question qui en découle, c'est une question qui revient souvent, que j'ai beaucoup lu, vu, écouté, entre la vie pro, donc on va dire l'entrepreneuriat, et la vie perso. Est-ce que tu arrives du coup à délimiter? Est-ce que tout est mélangé? Comment tu fais? Tout est mélangé pour moi. Tout est mélangé? Oui, mais c'est pas bien. il faut pas. Non, j'aurais vraiment pas de conseils à donner dessus. Hein. Je pense que je suis très mal placée. Non, vraiment, j'ai la chance d'avoir un mari hyper compréhensif là-dessus. Hein, mais non, je déborde tout le temps. J'y pense tout le temps. Je me lève le matin, je pense au projet, j'y pense la nuit. Je me suis déjà même levée la nuit pour bosser. Une idée qui... Ouais, pour finir des stats parce que ça me stresse de ne pas avoir les résultats. Non, j'y pense tout le temps. C'est du 24h/24 ce projet. C'est une mission. On va peut-être parler un petit peu aussi d'entrepreneuriat encore. On va y aller un peu plus loin, mais qu'est-ce qui t'a le plus surprise, on va dire ça, dans le monde entrepreneurial? Eh bien... En positif ou en négatif, hein, les deux? Non, mais en positif, c'est là où j'ai vu le plus de valeur humaniste dans ce monde qui est censé être capitaliste, en fait. D'accord. J'ai vraiment rencontré des gens comme moi, comme n'importe qui veulent monter un projet pour offrir quelque chose, pour aussi s'offrir une nouvelle vie qui est plus épanouissante pour eux. Et on est tous largués. On est 90% du temps complètement largués. Donc on s'entraide beaucoup. Et je trouve ça génial. Enfin voilà. C'est ce qui m'a le plus surprise en fait. On est très loin Après, moi, je suis très loin du monde start-up, licorne, on va lever des fonds, etc. Enfin, non, moi, je crée une entreprise pour pouvoir créer des outils, comme 90% des gens. Voilà. Donc, c'est pas dans une optique de grande expansion, Non. Ou de scalabilité, pour ceux qui connaissent un peu en entrepreneuriat, les petits jargons. Tu es plus dans le... Je délivre un outil qui est pro, qui est quali, et... qui aide au final l'évaluation des compétences émotionnelles. Voilà, pour que les psys aient des indices très rapidement sur quoi travailler, quoi accompagner, etc. C'est tout, c'est le rêve que ça utilise. Ça me vient, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une formation autour de... Qui n'est pas créée. Qui n'est pas créée, mais c'est un c'est objectif. En cours. Okay. Oui, parce qu'il y a plein de nouveaux concepts, des modèles théoriques très récents, donc oui, c'est prévu. Et puis, on va aller aussi un peu plus loin parce que je dis tout le temps « on », mais je suis toute seule. Hein. Mais dans la recherche, il faut tout le temps dire « on ». C'est un réflexe. Il faut toujours mettre les professeurs avec nous. Justement, quand j'ai discuté avec les psys, là, les 50 premiers en visio, ils me disaient tous « oui, les tests, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait après des scores ?» C'était la remarque, elle était tout le temps là. Donc, il y a aussi un centre de ressources à côté avec plein d'outils pour pouvoir travailler justement chaque score qu'on met en avant avec les tests. Ok. Voilà, c'est censé être assez complet de la formation jusqu'à l'évaluation, jusqu'à l'accompagnement. Il y a un continuum. Ouais. Super. En parlant des MOPSI, où est-ce que tu en es là actuellement? Alors, le 4 mars, il me reste 10 enfants. On aura inclus les 350 enfants pour l'étalonnage. Je dis on, mais toujours toute seule. Hein. Donc ça a duré 18 mois et là aussi il y a eu énormément... Enfin, c'est fait que par réseau. C'était que du bouche à oreille, des familles qui me contactaient. Il y a une 40aine de psychologues qui ont participé, qui ont aussi inclus sur leur temps libre des enfants, qui ont fait passer les tests. Enfin, ça a été une aventure incroyable avec beaucoup, beaucoup de soutien. Du coup, tu as fait beaucoup de connaissances. Hein, ouais.
beaucoup d'expérience humaine. Ah bah, je rêverais de faire une soirée d'ouverture, mais je sais même pas. Enfin, je sais pas si c'est possible. Je serais invité ou... Oui. Ah, super. Et donc là, on est les enseignants-chercheurs plus 2 doctorantes qui... on est en train de finir les statistiques, rédiger le manuel. Pour ceux qui l'ont entendu, il y a un petit accent. Ouais. Ça vient d'où ? Du Pays Basque. Du Pays Basque. Oui. De ma campagne basque. Ça, le développement informatique est en cours aussi, ça a vachement bien avancé. D'ici quelques mois, ça devrait sortir, normalement. À peu près quelques mois, on ne sait pas trop. Alors, je deviens un peu chronophobe à force de mettre des dates. D'accord, ok. Donc, on pose plus de dates, on dit à peu près 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout le monde sera prévenu. Super. Est-ce que tu aurais un conseil pour un professionnel, on va dire, de la santé, hein, donc genre, encore une fois, quand je dis santé, c'est médical, paramédical, enfin bref, et qui voudrait se lancer? Ouais. Alors, la première chose à faire, c'est contacter quelqu'un, en fait, qui est déjà un peu plus avancé. Pas forcément le grand qui a tout vendu et qui est très connu, mais même quelqu'un qui est déjà lancé. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs, hein, il y a 3-4 ans. Ouais, sur LinkedIn, je crois qu'on s'est contacté. Ouais. Il y avait Yanis. Ouais, c'est ça, on s'est fait une visio, mais j'en étais à peine à l'idée, hein, il n'y avait rien du tout. Donc, et vous m'avez donné les conseils, vous m'avez expliqué comment vous avez fait vous, enfin, c'est super. Nous, ça fait 6 ans, je crois qu'on a lancé un peu plus. Ouais. Ouais. Et t'as fait la même chose? De communiquer avec les gens? Ouais, au départ. 6 ans, il n'y avait pas grand monde, hein, je pense. Hein, non. Dans le Franchement, milieu. non. Ouais. Avec Yanis, on était derrière l'ordi et on faisait du no-code à l'époque pour créer nous-mêmes le produit. Bah oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les étudiants ou les pros donc qui sortent en formation, ou pendant la formation, donc du master, voire même du doctorat, est-ce que tu penses qu'ils sont assez sensibilisés, ou est-ce qu'on leur dit, OK, il y a autre chose, vous pouvez entreprendre, vous pouvez vous lancer, faire des choses, si vous avez des idées, je sais pas, innover dans nos métiers, quoi? Pas du tout. En tout cas en psycho, hein, parce que je connais que ça, mais je trouve vraiment pas assez. Mais de toute façon, la plupart des psychos sont entrepreneurs. Le libéral, c'est de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Et même ça, ils sont pas assez formés. Aujourd'hui, il y a des outils, ils peuvent être accompagnés pour avoir des prêts au départ pour se lancer. Enfin, non. Je me rappelle qu'il y a eu un cours dans mon master. Ouais. Je sais pas, ça a duré peut-être 2 heures, je me rappelle 1 heure, ou un peu plus, je me rappelle. Peut-être que ça a changé depuis. Hein. Je veux pas jeter la pierre, mais... Moi, non, j'ai jamais eu. Et donc non, on n'est pas du tout assez outillés, alors que la plupart deviennent entrepreneurs et pourtant tout le monde est hyper intéressé. Moi, je sais que les doctorants du laboratoire où j'étais, où j'ai fait une présentation, me posent énormément de questions sur l'entrepreneuriat. J'ai fait un séminaire de recherche pour présenter Mopsy aux enseignants-chercheurs du labo à Bordeaux, du labo de psycho à Bordeaux. Toutes les questions, 80% des questions étaient sur l'entrepreneuriat. Voilà, comment on fait pour financer ce genre de projet, comment on fait pour le maintenir, etc. J'ai une petite question qui me vient là, qui n'est peut-être pas trop en lien avec ça, mais pensant en fait aux étudiants, aux gens qui... alors oui, avec l'avènement de l'IA, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'entreprendre, mais est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour être entrepreneur? C'est-à-dire, si tu prends une classe de 25 élèves du master de psycho et X, est-ce que tu penses qu'ils sont... tous faits ou pour faire de l'entrepreneuriat? Je pense que non, sincèrement. Ouais, non. Mais et tant mieux. Parce que je pense que pour faire de l'entrepreneuriat, il faut accepter de se former, parce qu'on fait 15 métiers en un. Et donc déjà, il faut accepter de se former, il faut accepter de se faire du réseau, de prendre des risques, de faire de gros sacrifices. Ouais, prendre des risques, beaucoup. Parce que j'ai tout mis, moi. Tu peux avoir plus de boulot, pas d'argent, tu travailles 24 heures sur 24, tu n'as aucune rému, tu n'as même pas... Voilà, j'ai mis toutes mes économies. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Et toi, non, j'ai une idée, t'inquiète, ça va le faire. Voilà. Et puis, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, est-ce que ça va être utilisé? Est-ce que ça va rentrer dans la pratique? On ne le sait pas avant d'être sur le... Voilà. Donc oui, c'est une grosse prise de risque. Après, c'est hyper épanouissant, l'entrepreneuriat. Faire ces 15 métiers, justement, rencontrer plein de monde, pouvoir faire les choses comme on a envie, avec nos valeurs, c'est merveilleux. C'est quoi la suite là pour Mopsy, on va dire, dans le mois qui arrive? Dans le mois, alors là, on est avec une post-doctorante et une doctorante. On finit les statistiques et les enseignants-chercheurs. Donc pour l'étalonnage et que nos tests soient... Pour montrer que nos tests soient... Enfin, que les qualités psychométriques sont bonnes.
On a un article dans 2 semaines qui va être soumis. Donc un article alors, de présentation de la batterie et de l'intérêt clinique. Donc c'est dans une... je ne vais pas dire le nom au cas où elle soit rejetée. Mais c'est une revue qui porte beaucoup sur la neuropsychologie. Voilà, donc là c'est vraiment à destination des psychologues en espérant que l'article soit lu. Et il y en a 2 autres qui sont en cours de rédaction. Mais là c'est plus sur... des articles en anglais dans des revues très méthodologie, psychométrie, etc. Donc ça, c'est dans le prochain mois, il y a tout ça. Il y a terminé le développement informatique, enfin l'avancée, en tout cas, max. Et le 4 mars, le dernier enfant sera inclus. Ok. Voilà, c'est fini. En 18 mois. Ça y est. Ouais. Ça, et c'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut te suivre sur LinkedIn, c'est ça ? Et c'est tout. Le site internet est en construction. Oui. Ouais. N'hésitez pas à entrer en contact avec Anna Malika si vous avez des questions sur LinkedIn. Bon, c'est comme ça qu'on avait fait pour discuter. Donc c'était cool. Ah oui, puis ce sera avec grand plaisir. Même si vous en êtes qu'à l'idée, même si vous posez des questions, il ne faut pas hésiter. Ouais. Puis même autour des Mopsy, si vraiment vous avez des questions Et ça, ils le font facilement. Ouais, cool. J'ai 3-4 personnes par semaine qui me... Et puis après, je leur propose une petite visio et on discute, je leur présente le projet. Ouais. C'est bien d'être aussi, on va dire, accessible, donner de son temps malgré tout ce qu'il y a à faire derrière. Ouais, donner ce temps-là à des gens qu'on ne connaît pas. Ouais, mais c'est grâce à eux c'est eux qui me motivent. Hein. C'est vrai, Sans ça, je suis toute seule chez moi et je sais pas. Non, c'est grâce à eux que ils répondent à des questionnements que j'ai. Enfin... Puis le retour est très souvent positif. Donc, de toute façon, s'ils me contactent dans un premier temps, c'est qu'ils sont un peu intéressés. Donc, non, ils sont moteurs, au contraire. Est-ce que tu as un petit dernier message à faire passer sur Emopsy, sur l'entrepreneuriat, sur autre chose, sur la psycho, sur peu importe. Si là, tu avais un petit message à faire passer. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement épanouissant, c'est extrême. On fait plein de choses, on rencontre plein de monde, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est dur. C'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Il faut réussir à durer dans le temps. Si vous avez une idée, attention, demandez aux utilisateurs si l'idée est bonne, si elle est utile. 90% des gens construisent leur outil, font un site web, essayent de le vendre. Et puis après, c'est bien compliqué. C'était Steve Jobs qui avait dit ça. Et pendant une conférence, et il y a un gars qui lui pose une question, il lui dit, écoute, je vais résumer, qui dit, ça sert à rien de créer ton truc dans ton coin. En fait, s'il faut partir des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils fonctionnent, et après tu fais. Sinon, ça sert à rien. You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that? And I think that's the right path to take. Exactement. Mais d'ailleurs, la batterie, c'était pas ma première idée. Moi, ma première idée, comme je travaillais avec des gens avec une déficience intellectuelle, c'était de créer des outils pour évaluer tout ce qui était dépression, anxiété, à partir de dessins animés interactifs. Et la batterie, c'était ma deuxième idée, mais en quelques années. Ouais. Les psys m'ont tous dit, oui, c'est intéressant. Mais pas assez. Oui. Après, est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que je paierai pour? Non. Est-ce que je vais l'utiliser? Peut-être, mais... Par contre, ça, il faut. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, si je les avais pas interrogés, je serais partie sur un truc qui était pas utile. Ouais. J'ai même souci des fois avec Neurobase. C'est dur des fois de se revenir toujours vers l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Parce que des fois, on part sur une idée, on dit si, ça va être génial. Mais en fait, on se rend compte que non. Non.
Et il y a 2-3 erreurs qui nous ont coûté quelques mois. Ouais, il faut pas s'écouter. Surtout dans des produits numériques. Si tu engages un effort des ressources humaines aussi, des devs et tout, qui avancent dans un truc, et derrière, pour revenir en arrière, t'as perdu 2 fois ton temps. La mise en place, mais le retour en arrière. Bah oui, complètement. Okay. Merci d'avoir écouté ou vu cet épisode de Clinitalk. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à suivre aussi Anna Malika, donc sur LinkedIn. Nous, ça est un petit peu partout. On a, je crois, Instagram. On a même maintenant un groupe WhatsApp. Je crois qu'il est en train de se créer. Enfin bref, on est un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Il y aura aussi d'autres Clinitalk avec d'autres invités. Donc n'hésitez pas. Clinitalk est donc un projet porté par Neurobase et qui a un but de mettre en avant, mettre la lumière sur aussi d'autres collègues qui innovent, qui entreprennent dans le milieu de la profession donc de santé, médicale, paramédicale, etc. Donc le but, voilà, c'est de donner la parole. Pas uniquement autour d'un produit, mais autour de la personne, du parcours, du vécu de ces collègues-là. Donc merci à vous et à très vite pour un prochain épisode.